mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de passer au titre. Oui, c'est vrai. Donc tout ce que tu viens d'évoquer, forcément, enfin, toutes ces réactions diverses par rapport au film sont aussi, je pense... Ça s'appelle lié au titre, parce que voilà, mon titre, je l'ai pas fait comme un truc de provocation, ce côté la France, la France français, etc. Mais disons que j'avais le titre simple. Mode, c'était un titre simple. L'amitié, c'était un titre simple. J'ai fait que 3 films. C'est le troisième, la France, c'est un titre simple. Donc pourquoi j'avais un titre simple? C'est tout simplement pour un truc du rapport spectateur. Pareil, pour accrocher l'esprit spectateur, je trouve que c'est plus spectaculaire, ça accroche plus l'esprit que, je sais pas quoi, y aura-t-il de baïonnettes à Noël. Donc voilà, je trouve que c'est un côté marquant, tout simplement, les titres simples. Et alors ensuite, évidemment, un titre comme ça, il a un côté un peu culotté, parce qu'il y a un côté, on a l'impression, voilà, le film sur la France, ou comment traiter de la patrie comme personnage du film, etc. Moi, ça me semblait pas une sorte de pur esbrouf, parce que quand même, encore une fois, contrairement à un film noir, un western, une comédie musicale, un film dramatique, etc., s'il y a bien un genre de film dans lequel le pays lui-même est en cause, c'est les films de guerre, parce qu'on est censé défendre son pays. Donc voilà, pour moi, il y a un rapport. Et puis c'est vrai qu'ensuite, tout simplement aussi, mon film a la particularité, comme les films dont je parlais, américains, russes, qui sont des films de guerre itinérantes, de se passer à 99% de l'extérieur. Mon film a première scène à l'intérieur, dernière scène à l'intérieur, et tout le reste, c'est que des extérieurs. À l'exception de la Grange, mais qui est comme une espèce d'église retournée en plein air. Mais bon. Et donc, évidemment, comme c'est en extérieur, quand même, ce qui compte dans les films, c'est ce qu'on y voit à l'écran. Et je veux dire, ce qu'on voit à l'écran, c'est les paysages, quoi. Et les paysages me semblent assez importants dans mon film. C'est les paysages français. Donc, il y a quand même pour moi une sorte de prégnance d'une sorte de terrain, de terroir, de territoire, je sais pas comment dire, de choses qui est traversées, qui est la France. Voilà. Et moi, j'avoue que j'adore les cinéastes dont on peut dire qu'ils sont hyper français. Je pense pas que ce soit mon cas, forcément, mais par exemple, je veux dire, j'adore Becker, j'adore Piala, j'adore Renoir, j'adore Guitry, j'adore Pagnol, j'adore les cinéastes qui ont l'impression qu'ils ont un rapport fort avec leur pays, pas seulement en termes de paysage, c'est vrai, on a un sens très profond qu'il faudra définir, parce que c'est que l'esprit français, pourquoi Guitry est caractéristique d'un certain esprit français, pourquoi Pagnol d'une manière l'est, pourquoi Renoir aussi l'est, pourquoi Romer l'est, je trouve. Et par exemple, il y a des cinéastes que j'adore, que je trouve moins français, par exemple pour moi, je sais pas, Jean-Claude Biette ou Pierre Ducasse, ça appartient moins à une espèce de chose très très française. Que les noms que j'ai pu citer, que Piala par exemple. Et donc bon, j'avais aussi peut-être fantasme de me dire je vais essayer de faire un film dont on a l'impression que, contrairement à Moz ou éventuellement l'amitié, il y a un certain rapport plus profond avec le pays, avec la France. Pour en revenir à cette idée que tu évoquais d'idée d'émotion par rapport à l'idée de désertion, c'est vrai qu'en interviewant Pascal Grégory, Julien Velter l'a fait, et c'est vrai qu'il parlait de l'idée du jeu dans un état d'abandon. Tout à fait. Et c'était assez bien vu, et effectivement, Pascal Grégory, ça lui a beaucoup plu. Et après, en lisant ce que tu énonçais sur les deux périodes disons, de distinction, la distinction que tu fais des deux périodes entre Pascal Grégory, je voudrais savoir, qu'est-ce qui, pour essayer d'aller un peu plus loin, qu'est-ce qui te touche tant dans cette idée d'abandon et de... C'est vrai que c'est un truc que j'adore, ça. Alors, je sais pas comment expliquer, disons. Si je pense que je peux pas l'expliquer, mais j'espère que ce sera pas contourné. Ça, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui semble être quelque chose qui sort de tes films. Ouais, tout à fait. Moi, c'est un truc que j'espère, en tout cas, dont je sens que ça m'obsède. Et je crois qu'après, on pourra parler de musique aussi, parce qu'il y a tout à fait. Et donc, voilà. Enfin, alors. Pour prendre l'exemple de Pascal Grégory, là, parce que ce que vous disiez était très juste là, Axel m'avait fait lire dans Melville une description du personnage de Starbuck. J'ai lu il y a longtemps, m'avait dit que j'avais oublié. Et ce qui est assez beau, c'est que c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il aurait pu et qu'il a dû être d'une grande noblesse, et qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, non pas que la personne est devenue un fourbe, un méchant, etc., rien du tout, mais juste sa noblesse s'est un peu évanouie. Et donc il y a comme si la noblesse serait un vêtement, qui quand on l'enlève, ce qu'il y a derrière, c'est pas la méchanceté, le cracra, mais c'est juste quelque chose qui serait à nu derrière, et qui serait pas le fait qu'il serait mauvais derrière. Donc je sais pas si je suis très clair, mais disons que moi ce que j'aime bien dans le personnage de Pascal Grégory tel qu'il l'interprète, c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui pour moi dégage une certaine forme de noblesse, mais profondément vide, pas au sens où ça serait pour rien, mais c'est-à-dire simplement c'est des déserteurs, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas comme si c'était un grand désespéré qui serait là à se dire voilà, ma vie est finie, on va partir, etc. Je sais pas comment dire, on a l'impression qu'il a comme une noblesse dénudée. Vraiment à nu, c'est quelque chose que j'adore au cinéma, c'est quand on a l'impression que les personnages, quels que soient, qui sont démunis, mais pas parce qu'on les choisit socialement comme étant démunis, pas parce qu'on filme quelqu'un qui est un SDF ou qui est en état de déroute affective ou pas parce qu'on filme comme je sais pas comme Cassavetes sur des influences, je sais pas quoi, une fille qui est en crise. Non, c'est l'idée que les gens sont démunis, mais pas parce qu'ils sont en crise d'un point de vue psychologique ou financière ou pratique. Non, c'est plus, on a l'impression qu'à cause d'un parcours narratif, là c'est tout simplement le rapport entre son autorité et l'abandon de son poste, quoi, disons, et éventuellement la lâcheté ou la démission. Et il y a quelque chose qui fait que la personne est comme dénudée, comme mise à nu. Et par exemple, je sais pas, il y a un film de Scorsese qui s'appelle Les Cinéphiles, dans le 1,
il y a ce côté comme ça, on a l'impression que c'est comme des cinéphiles mis à nu, avec ce que ça a de plus pur, c'est-à-dire l'obsession comme une perte, l'obsession comme une perte dans laquelle on se perd, le goût du cinéma comme un truc dans lequel on se perd complètement, quoi. Et c'est vrai que souvent les gens associent mon cinéma avec le dandysme, et moi je trouve que par exemple, si on prend le monologue de François Négret, ou le monologue de Pascal Grégory dans La Grotte, quand il raconte la fin de l'histoire de Solafili, c'est tout le contraire de ce que j'associerais au dandy, c'est-à-dire une forme de détachement un peu souverain, où on jouit, on se gargarise de sa propre fatigue, ou de son propre côté un peu fadras, ou comme dans, je sais pas, comme des esseintes qui n'en finit pas de savourer sa propre dévitalisation progressive. Non, pour moi, au contraire, il y a l'idée que ce sont des gens qui sont complètement à nu, et comme on a l'impression qu'ils donnent tout un peu, pas au sens qu'ils mettent les tripes sur la table, c'est pas du tout ce que là, mais par exemple François Négret, pour moi, il y a une sorte de charge émotive quand il raconte, pas seulement parce qu'il y a une larme qui coule à la fin, mais on a l'impression, voilà, c'est des gens qui se mettent un peu à nu quand ils racontent une histoire, alors qu'ils racontent pas leur histoire. C'est pas comme si quelqu'un raconte dans un film style Cassavetes, qui sort un monologue sur sa vie, et là il a dit comment il a souffert, une histoire d'amour. Non, c'est toujours un peu détourné, donc ça donne quelque chose pour moi, pas de plus froid, disons d'un peu plus sec, parce que c'est pas psychologique, donc ça donne il y a une sorte de distance. La personne va se mettre à nu, mais sans parler d'elle-même, ce qui fait qu'encore une fois, cette mise à nu, c'est quelque chose qui me paraît plus souterrain, plus mystérieux, plus secret, que si c'était encore une fois une personne en crise qui racontait ses problèmes, ou des choses comme ça. Et je trouve que Pascal Grégory, même en termes de sa manière de jouer, purement simplement, c'est impressionnant quand on le voit jouer, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il est un peu à l'abandon, des fois même, je sais pas, il pouvait être un peu perdu, on avait l'impression des fois qu'il se concentrait pas vraiment, et j'adore ce que ça donne, quoi, parce que par rapport à ce qu'on faisait allusion en effet sur les deux périodes de sa carrière, j'ai l'impression que là, c'est comme une manière de retrouver son espèce de naïveté de la première période, mais pas du tout sur un mode comique, parce qu'il n'est pas du tout comique dans le film, il n'est pas comique comme il a pu l'être chez Romer, ou même comme il est encore dans L'Arbre de la médiathèque. Dans mon film, je ne trouve pas du tout que c'est comique, moi je trouve encore une fois assez charismatique, une sorte de noblesse un peu olympienne, une sorte de douce fatigue murmurante. Mais quand même, il y a ce côté où, je sais pas comment dire, à l'abandon un peu dans le jeu, mais pas à l'abandon au sens de quelqu'un qui perd son élégance, parce qu'il est toujours très élégant, même tenu à quatre épingles, c'est pas un abandon au sens de quelque chose qui se jette, quoi. Ça garde une sorte de tension, une tenue même, mais en même temps il y a un côté un peu nu que j'aime bien, quoi. Qui ressemble un peu à ce qu'il fait aussi quand les gens chantent, quoi. On a l'impression qu'il s'absente, parce qu'il va se baigner ou qu'il va fumer, mais il y a une espèce de côté rêveur, je trouve, dans sa manière de s'absenter, il y a comme une sorte de pente de la rêverie, voilà, comme disait Victor Hugo. Pour aborder le personnage de Sylvie Testu, et peut-être l'élargir à quelque chose qui finalement pourrait être aussi la rencontre dont on parlait justement des destins, le croisement des postures, l'imposture. C'est déjà un point. Et c'est vrai qu'en même temps, il y a aussi l'idée de cette femme qui se déguise en homme et qui va affronter finalement un monde d'hommes, et en même temps qui rencontre un monde d'hommes qui ne sont plus vraiment des hommes, pour le coup au sens de guerriers. Tout à fait. Et est-ce que ça c'était justement ça c'était certainement un des points narratifs qui t'intéressait? Ouais, ça m'intéressait, je pense que ça vient un peu d'Axel, ça aussi. Peut-être plus par rapport au côté féminin. Est-ce qu'on pourrait presque dire que c'est un film de guerre féminin, en tout cas, c'est écrit par une fille, donc forcément il y a un côté féminin qui vient de l'écriture. Ensuite, ce qui est sûr, mais ça c'était pas du tout une volonté de ma part, c'est quelque chose, je me suis un peu énervé lors de débats, par exemple avec Philippe Ramos, mais bon, c'est intéressant, que j'ai rencontré à Vienne, c'est que lui il trouvait justement par rapport aux références que je sortais de Walsh, de Fuller, de Ford, etc., il trouvait que mes soldats n'étaient pas assez, comment on peut dire, je sais pas comment dire, couillus, avaient pas assez le mort aux dents, etc., et que voilà, il me disait, dis donc, ils sont pas tous très virils. Donc déjà, je trouve que la question de la virilité et tout, je m'en fous un petit peu, mais moi je vois pas encore Pascal Grégory n'est pas viril, par exemple, ou je vois pas encore Guillaume Depardieu n'est pas viril, ou je vois pas encore François Négret n'est pas viril, ou je vois pas encore Guillaume Verdier n'est pas viril. Donc en fait, je pense qu'il pensait, d'ailleurs ce qu'il m'a expliqué de manière très franche, plutôt des acteurs qui venaient de mode, des acteurs comme ça. Donc moi, j'avais pas de volonté, si vous voulez, là-dessus, de surprendre, de choquer, etc. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que j'aime bien retourner avec des gens avec qui j'ai déjà tourné, comme le faisait plein de cinéastes que j'adore, Papagnol, Joyce Arnaud, Fassbinder, avec Kelly, avec Moki, enfin bon. Et il y a un côté troupe que j'aime bien, mais pas troupe au sens où on leur redonne les mêmes rôles, parce qu'en plus, on les plonge avec d'autres personnages qui n'étaient pas dans les films précédents, comme il y a des gens âgés dans le film. Et puis il y a tu fais des focus sur certains. Voilà, tout à fait. Et puis il y a un côté mouvant, parce que ce qui est grave dans les films de troupe, c'est qu'on peut très bien attendre 1 heure pour qu'un personnage qui était juste un arrière-fond, d'un coup, comme Laurent Talon remonte, et d'un coup, on se dit, tiens, il acquiert une sorte de mystère ou d'individualité, etc. En tout cas, voilà, il acquiert quelque chose, parce qu'il est mis en avant, donc c'est un truc agréable, parce que comme en gros tout le monde est tout le temps dans toutes les scènes, on peut toujours attendre tant qu'on veut, pour faire qu'il y en a un qui ressurgisse de ça. Mais bon, et donc moi je pense simplement que j'ai un certain goût
qui étaient plus poussées dans Mods que dans ce film-là, parce que ce film-là ne s'y prêtait pas, pour des choses qui pourraient être qualifiées un peu de nonsensique parfois, ou d'humour un peu absurde, ou de cocasserie assez extrême, comme il y en a chez Biette, par exemple, ou Manhattan, ou chez Zucca, où il y a vraiment des trucs de cocasserie presque terroristes, complètement folles. Et donc moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'amusait, indiscutablement, par exemple, dans le fait de les faire chanter avec des voix liées à la pop, donc des voix qui sont quasiment des voix de fausset, quoi, je peux dire, ou des voix pas forcément des voix de film, mais des voix de tête, parce que c'est vrai que moi, c'est pas, c'est un truc qui m'excite, qui fait décoller, pas au sens que je trouve que c'est, pas au sens où ça serait décalé, mais parce que dans ces scènes-là, en même temps, je trouve qu'il y a une sorte de charge émotive qui est lâchée dans ces scènes de chansons, en particulier une certaine force sentimentale ou une certaine franchise sentimentale, simplement par les paroles, si j'avais besoin de lui, ce qu'il y en a vers moi, etc. Et donc, je pense que ça vient beaucoup d'Axel, donc encore une fois, le côté un petit peu littéraire de certains dialogues, le rapport à l'Atlantide, etc. Mais, enfin bon voilà, je sais pas vraiment comment dire. Pour moi, il y a peut-être un côté féminin dans le film, mais bon, je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Comme j'ai déjà eu en plus toute cette discussion avec Philippe Ramos où c'était sur un peu plus polémique. Disons que moi, je vois pas bien à quoi ça servirait d'avoir le fantasme d'avoir des héros type Walsh Fuller quand on fait un film où de toute façon c'est déserteur, dans lequel on sait qu'il y aura très peu de scènes d'action, dans lequel ce qui va les souder ou ce qu'on va les voir faire ensemble, ça va être beaucoup plus de la musique ou des choses comme ça. Donc ensuite, moi je trouve, si vous voulez, que des gens comme Laurent Talon, pour être précis, Benjamin Ezrafo, Pierre Léon, etc., qui lui semblaient pas représenter des figures justement de militaires auxquels lui pourrait adhérer, et bien en même temps, moi je trouve que ça permet, toujours pareil, c'est la question des changements de registre, des ruptures de ton. Moi je trouve que Pierre Léon, quand il se met à chanter dans les ruines, moi je trouve ça très émouvant comme scène, et je trouve que c'est même une des scènes les plus émouvantes. Je trouve que Benjamin, il met une cocasserie très particulière, je trouve que Laurent Talon, quand il lit sa phrase, enfin pas sa phrase, son petit texte avec ses vitesses qui fait un bide, je trouve ça drôle. Donc évidemment, ce que j'aime dans ce genre de film, c'est pas des choses qu'on trouve chez Walsh, ni chez Fuller, c'est le fait que je tente des ruptures de ton, où on peut passer de choses comiques à des choses cocasses, de choses tragiques à des choses un peu lyriques, etc. Et ça, évidemment, c'est pas dans le genre de cinéma, mais moi c'est un truc que j'adore, le changement de registre. Et par contre, c'est dans d'autres films. Par exemple, le film russe, comme le film de Barnett, Un brave garçon, c'est 100 fois mieux que mon film, mais en plus 100 fois plus extrême. Il y a vraiment des côtés complètement comiques, puis ensuite il y a un côté film d'amour, puis ensuite il y a un côté comédie musicale, complètement échevelé, avec carrément de l'opéra qui est chanté, bon, etc. Et donc, je pense que maintenant les gens... c'est une des difficultés, je trouve, dans le rapport public, c'est la question des changements de registre. Parce que si vous faites, par exemple, une scène comique et qu'il y a une scène de guerre après, il va y avoir plein de public qui se dit, puisque là c'était comique, là ça peut pas être sérieux. Donc ils vont se dire, ah, c'est peut-être en plus un mec de l'auteur qui fait un peu de cinéma de genre, c'est presque un pastiche, c'est presque un peu une blague et tout. Donc moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui rigolent dans une projection, parce qu'il y avait une scène comique là, donc ensuite ils rigolent à la scène de guerre. Moi je trouve que c'est ça, les gens n'ont plus l'habitude, cette espèce de gymnastique où les choses ne devraient pas s'agresser mutuellement en termes de registre de ton. C'est pas parce qu'on rigole une fois que ce qu'il y a un truc de dramatique c'est dérisoire, ou inversement c'est pas parce qu'il y a un truc qui est vraiment grave qu'un truc comique serait complètement inutile à côté des plaques, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un truc, c'est Hawks qui était génial là-dessus, parce que quand on voit ses films, à Terry, n'importe lequel de ses films et tout, il arrive à être constamment dans une sorte de légèreté, qui fait qu'il peut avoir une sorte de dimension comique à n'importe quel moment de l'action, que même dans les scènes d'amour, il peut avoir un côté profondément comique, que même un héros comme John Wayne va être extrêmement balourd, maladroit, un peu ridicule, un peu effarouché comme une petite fille, comme il est dans Atari, ou voilà. Hawks là-dessus, je trouve qu'il est vraiment génial. Mais bon. Est-ce que justement à la base, il n'y a pas un peu cette idée un peu anglo-saxonne justement des contrastes et des décalages. Je sais pas si c'est une idée anglo-saxonne. Je sais pas si c'est une idée anglo-saxonne. En tout cas, je sais que le nonsense, au sens strict, c'est quelque chose de purement anglo-saxon, quoi. Voilà. Et c'est vrai que par exemple la musique du film, au sens musical, est très inspirée par un courant anglais de 1967 qu'on appelle la pop psych, où c'est Lewis Carrollien en diable, au sens le plus vraiment avec plein de chansons sur Alice. Il y a même des adaptations de Jabberwocky. Il y a un côté musique de fanfare victorienne, cantine un peu désossée, tout le côté aussi les nurses, les nounous, là, les cantines de nounous victoriennes, mais sur un mode un peu acide, un peu pervers, un peu arrogant. Bon, c'est sûr que bon, moi c'est des musiques qui m'ont beaucoup obsédé. Puis j'ai toujours été un peu fasciné par l'Angleterre d'un point de vue musical. Enfin, tout ce qui est lié un peu aux années 60 par rapport à la musique en Angleterre. Alors justement dans le film c'est le cas. Hein. C'est oui. c'est vraiment ça. C'est clairement énoncé et énoncé. Déjà, je voulais simplement savoir qui est-ce que je crois. C'est moi qui ai créé les paroles des chansons. Voilà, vous avez créé les paroles et la trompe les interprète en direct. En direct, c'est ça. Purement en direct et tout avec compris. Des instruments. Voilà. Dont j'ai Alors, je vais expliquer. Aussi voilà. Quand j'ai regardé des photos de 14-18, un truc qui m'a touché dans les livres d'histoire, c'est simplement comment les poilus dans les tranchées avaient réussi à reconstituer des instruments par des matières de récupération. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur casque, ils branchaient voilà, ils branchaient un bout de bois dessus avec des cordes de vélo, je sais pas quoi, ils arrivaient à en faire des espèces de drôles de mandolines ou des violons avec des boîtes à cigares, ou même on voit des violoncelles carrés pour la musique classique. Enfin, j'ai plein de photos qui sont reprises dans le livret du CD de la France, la BO, qui va sortir en même temps que le film. Enfin, il y en a deux très belles photos justement. Et donc je me suis dit, bon, comme je le disais tout à l'heure, j'adore dans les films de guerre la convention du chant.
J'adore le principe visuel d'instruments de récupération. Et par ailleurs, si je les fais chanter, qu'est-ce que je leur fais chanter? Moi, quand j'ai écouté une compilation qui s'appelait Fading Yellow volume 4, il y a une chanson dedans qui m'a énormément plu, qui s'appelle Gospel Lane, celle que j'utilise à la fin, mon générique de fin, sur le plan des étoiles. Et je me suis dit, est-ce que ça serait si fou et si justement décalé à tous les mots sur du terme, parce que moi je n'aurais pas fait du tout faire des films décalés, pour moi c'est une catastrophe si c'est le cas, de les faire s'inspirer d'un tel courant musical. Parce que si vous voulez, ce que je pensais, c'est que les gens qui avaient vu le film n'allaient pas dire, c'est les Beatles au front, parce que pour moi il y a un tel grand écart entre l'inspiration de départ anglo-saxonne, qui est une musique hyper sophistiquée, ce qui s'est fait plus sophistiqué dans le rock, en fait, c'est ce genre de pop, quoi, section pop ou pop psych, donc il y a une musique de studio, en anglais, faite par des professionnels et tout, et puis moi ce que j'allais faire, c'est-à-dire en français, dans la nature, en son direct, avec des instruments qui sont tous sur des instruments de studio, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse, etc., il n'y a pas d'orgue, il y a des instruments qui sont hyper crin-crin, c'est toujours à la limite du faux. Voilà, je pensais qu'il y avait une sorte de grand écart qui fait que, par les conditions vraiment pratiques, matérielles d'enregistrement, on n'aurait pas l'impression de quelqu'un qui plaquerait une influence, mais quelqu'un plutôt essaierait de faire ressurgir de l'intérieur du film, au sens le plus physique du terme, c'est-à-dire les voix des gens qu'on voit en direct, etc., de faire ressurgir de l'intérieur du film quelque chose qui ensuite allait forcément un peu décoller dans le rapport à l'histoire, mais aussi faire décoller, pas au sens où une page se décolle à marge, mais plus faire décoller l'esprit. Je ne vais pas faire des comparaisons opiacées post-adolescentes, mais enfin bon voilà, je dis pas que c'est une sorte d'expérience psychédélique, mais enfin bon, pour moi ça fait un effet qui est émotif, disons, et comment le dire, si tu veux. Quand je me suis dit qu'est-ce qu'ils allaient chanter, la solution classique serait de dire il y en a un qui a une guitare, comme éventuellement dans un film de Ford, puis il va gratouiller des petits trucs sur la guitare, et éventuellement qui seront repris en chœur pour le refrain. Mais je trouve que ce qui était beau pour moi dans les scènes de musique, c'est de faire un truc très ambitieux, très casse-gueule. Et ça l'aurait pas été, je veux dire, même moi qui chante comme un porc, je peux réussir à gratouiller quelque chose à la guitare qui sonne pas mal. Moi j'ai envie de faire un truc qu'on sente que la troupe fait quelque chose de hyper difficile. Et hyper difficile pour moi ça veut dire entre autres des croisements de lignes vocales, des chœurs compliqués, des harmonies avec 3-4 voix, etc. Donc je me suis dit, si vous voulez, dans Mode j'avais traité le garage. Axel dans Étoile Violette elle avait fait la folk. Dans son prochain film qu'elle avait écrit bien avant que je tourne la France, il y a un rapport à Northern Soul. Donc qu'est-ce qui me reste comme genre pour mon film? Parce que je trouve qu'il vaut mieux partir de ce qu'on aime en musique, qu'on adore, parce que ça va toucher à quelque chose de personnel qui fait qu'on va filmer ça avec une forme d'émotion, que plutôt de se forcer à avoir une démarche historique que j'ai quand même eu. J'ai écouté les chants d'époque, moi ça m'intéressait pas de les faire chanter, chants de Crognon, etc. Je trouve, voilà, ça aurait été, je trouve, lors de la reconstitution, exactement comme on a parlé, la reconstitution ça peut pas être que les décors, ça peut être dans les dialogues, ça peut être même dans les chansons. Moi ça aurait été pour moi un truc de reconstitution. Donc, je me suis dit, partons de quelque chose que tu adores vraiment, dont tu as l'impression que justement par le grand écart dont je parlais tout à l'heure entre la sophistication des influences et la rudimentarité maximale des conditions de tournage, il y a quelque chose d'un peu tendu, d'un peu risqué qui pourrait se passer, quoi. Disons, quand on voit le film de Tarantino, la seule scène que moi j'aime beaucoup, c'est la scène de cascade à la fin, où on la voit faire en direct sa cascade. Il y a un effet d'adrénaline quand la fille est sur la voiture de la cascaderise, parce qu'on voit bien que c'est tourné voilà, en direct, il n'y a aucun trucage, qu'elle est sur la voiture, qu'elle lance. Et moi je trouve que les chansons c'est pareil, c'est une forme de truc qui provoque de l'adrénaline, comme le cinéma d'action, mais évidemment, c'est pas la même adrénaline que quand il y a quelqu'un qui risque de se faire péter la tête. Non, c'est une adrénaline sur le côté, simplement une adrénaline musicale. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont tenir les notes? Est-ce que cette justesse autour de laquelle on est toujours à la limite de flancher, en particulier à cause des aigus, est-ce qu'ils vont l'atteindre? Est-ce que d'un coup on va passer d'un truc comme dans la première chanson qui paraît presque un peu dissonant, puis d'un coup une sorte d'harmonie qui remonte, d'un coup une sorte d'envolée des chœurs et tout. Voilà, et je trouvais ça beaucoup plus excitant et beaucoup plus riche que de faire voilà un mec qui chanterait une petite balade triste à la guitare, quoi.